Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, temps additionnel, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 10e numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible, un numéro consacré au rapport entre football et armée dans le monde de Hello. Ça, on rigole pas, hein. Ça, je vous le dis, ça rigole pas. Nous, militaires, tout de suite, direct. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute, notamment notre Discord qui est tout nouveau, et bien sûr de partager notre contenu en masse. Mes chers amis, est-ce que vous avez entendu parler du Covid-19 ? Ouais, un petit peu ? Bon allez, blague à part, la gestion du football lors de cette crise sanitaire a été largement commentée en ce qui concerne l'Europe, l'Amérique ou bien encore l'Asie, mais en Afrique, hein ? Comment le football africain a-t-il géré ces événements d'ampleur mondiale ? Eh bien pour faire le point, c'est Pierre-Marie Gosselin qui va nous éclairer de sa précieuse lanterne. Comment ça va PM ? Écoute, bonjour tout le monde, bonjour à tous, ça va très bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'Efrica, donc c'est un grand plaisir de te retrouver, de vous retrouver tous. Très bien, et oui, ça faisait très longtemps. Je te demande pas tout de suite des nouvelles de la Bisport parce que tu vas nous en toucher un mot, parce que là c'est d'actualité, mais avant de ça, avant de parler football vraiment, parce qu'à bien des égards, ça reste une futilité de la vie, le football. Comment l'Afrique, de manière globale, chers amis, aujourd'hui on va faire du très global, comment l'Afrique a fait face à la crise ? Alors l'Afrique n'a pas été épargnée par le virus. Alors à un moment on pouvait craindre le pire, on annonçait que ce serait une catastrophe, un massacre sur le continent, vu les conditions sanitaires, le manque peut-être de matériel et d'infrastructures de santé qui permettraient de pouvoir surmonter cette crise, si elle se manifestait de la même manière qu'elle s'est manifestée en Chine ou en Europe ou un petit peu partout dans le monde. Et puis finalement, avec le recul, il semblerait que la catastrophe annoncée n'ait pas eu lieu. Cependant, le virus a été bel et bien présent, notamment l'Égypte, qui a été un des premiers pays, avec un nombre important de cas. Et puis après, un petit peu partout, forcément, tous les pays ont été impactés. Il y a quand même eu des choses positives dans le sens où beaucoup de dirigeants ont pris les devants. Et alors que le virus commençait à frapper de plein fouet l'Europe, ils ont rapidement décidé de fermer les frontières, de fermer les aéroports, de stopper les vols internationaux, avant même que ce soit un élan international d'aller dans ce sens-là. Certains pays africains avaient déjà pris les devants, et pas forcément des pays comme l'Afrique du Sud. Le Tchad a directement coupé son aéroport. Après, il y a 10 ans que le virus a été traité de manière différente selon chaque État, selon chaque président. Il y a eu un petit foyer qui s'est développé du côté de l'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, qui ont été un petit peu plus frappés, je pense, que d'autres pays. Il y a aussi forcément le Nigeria qui a eu quelques cas. Après, d'un point de vue statistique, c'est sûr que est-ce que toutes les victimes du coronavirus ont été recensées ? Est-ce que tous les malades du coronavirus ont été recensés ? Voilà, pas forcément. Il y a des pays qui ont fait beaucoup de tests, comme l'Éthiopie par exemple, mais il y en a d'autres qui en ont fait aucun, comme le Bénin par exemple, où il y a eu des tests par seulement dizaines. Mais bon, voilà, on a bien vu que dans le monde aussi, ça a été géré de manière différente en fonction des États. Donc, c'est pas forcément des questions de moyens, etc. C'est aussi des questions de volonté. Il y a quand même eu des très bonnes choses. Moi, je me souviens du président du Ghana qui a fait une intervention au moment d'annoncer le confinement. Il y a des pays qui se sont confinés, il y a des pays qui ne se sont pas confinés. Et par exemple, le Ghana, quand il a annoncé son confinement, le discours du président, il était incroyable. Il s'était mis avec des tenues, c'était habillé en tenue traditionnelle, avec des pagnes qui avaient des significations d'apaisement, qui avaient des significations de courage, etc. Enfin, vraiment, il y a des choses qui ont été très bien faites. Et puis, il y a eu
Et puis il y a eu des pays qui l'ont carrément pris, par exemple le Burundi, qui lui a dit, non, nous on n'a pas de coronavirus. Alors le Burundi, c'est un pays qui est situé dans la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, c'est l'Afrique de l'Est, c'est l'Éthiopie, enfin c'est l'Ouganda, etc. Mais c'est vraiment proche du Kenya, c'est à proximité de l'Éthiopie, de la Tanzanie, etc. Donc on sait très bien que le virus, il n'a pas de frontières. Et c'était bizarre que d'un côté, le virus soit très présent au Kenya, mais qu'il soit complètement absent au Burundi. Et pour finir, il y a des petits trucs un peu savoureux, comme par exemple le président de la Tanzanie qui lui a dit carrément, écoutez, mes chers compatriotes, mes concitoyens, prions ensemble, avec l'aide de Dieu, le virus ne nous atteindra pas, grâce à notre foi. Il y a des petits trucs comme ça. C'est peut-être tout aussi efficace que la chloroquine, on ne sait pas, on sait pas, on peut pas dire, dans tous les cas, voilà, les chiffres pour l'instant ne sont pas très alarmants. Encore une fois, les statistiques ne sont peut-être pas complètement à jour, mais on annonce, certaines rumeurs disaient que peut-être que la chaleur pouvait avoir un impact, etc. Donc, dans tous les cas, l'Afrique n'a pas à dénombrer autant de morts que d'autres pays, comme par exemple ton très cher Brésil, qui, je le sais en ce moment, souffre beaucoup. C'est compliqué. En effet. Bon, parlons ballon rond, parce qu'on est là pour ça. Comment les différentes fédérations ont géré la chose ? T'as évoqué le cas du Burundi. J'imagine que si eux, ils ont considéré que le virus n'était pas arrivé sur leur territoire, eh bien, le football a continué normalement. Ça faisait partie des rares pays dans le monde à avoir son championnat qui continuait. Il y avait, je me souviens, la Biélorussie, Nicaragua, dont on a pas mal parlé sur Hello. Ouais, exactement. J'ai cherché le pays d'Amérique centrale, j'avais peur de dire une bêtise, merci beaucoup. Donc il y avait quelques petits pays qui ne s'étaient pas stoppés. Et donc durant cette pleine crise du coronavirus, le Burundi jouait sa Coupe du Président. C'est le seul pays du coup en Afrique qui a joué. Et donc la Coupe du Président, avec maintenant le recul de quelques mois, finalement ça s'avère être un petit clin d'œil très 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 triste, puisque le président du Burundi est décédé la semaine dernière d'une mort pratiquement subite. Il n'était pas annoncé malade et puis en 2 jours il est décédé. Il y a certaines rumeurs maintenant qui commencent à parler qu'il serait mort du coronavirus, sachant que sa femme était soignée au Kenya comme du coronavirus dont elle était positive. Donc c'est le petit clin d'œil un peu mortifère qu'il y a dans cette histoire-là, mais dans tous les cas, les Burundis a continué de jouer, dans un premier temps avec du public. Dans un deuxième temps, après quelques semaines, alors que pratiquement le monde entier, les 3/4 du monde entier était confiné, ils ont commencé à décider à jouer à huis clos. Et puis là, ils se sont seulement arrêtés pendant le deuil national suite au décès du président. Sinon, la coupe va reprendre. Il leur reste la finale à jouer, il me semble, peut-être les demi-finales. Sinon, pour le reste, ça a été stoppé partout. Il y a eu certains, par exemple au Tchad, ils ont savaient que le confinement allait arriver parce qu'on était déjà confinés en France. Je crois début mai, il leur restait quelques journées à jouer dans le championnat. Alors ils se sont pressés de vite jouer toutes les dernières journées rapidement pour pouvoir terminer leur championnat. Ce qui a été fait. Ouais, ça a été le rush. Ils jouaient tous les 2 jours, mais vraiment ils s'étaient dit il faut qu'on finisse avant parce que nous aussi on va être bloqués. Donc au Tchad, on s'est précipité pour finir. On a fini confiné, maintenant c'est à l'arrêt. D'autres pays, ça a été un peu comme en France, ça s'est arrêté en plein milieu. Étant donné qu'il y a des championnats qui sont tous les championnats ne jouent pas aux mêmes dates, sur la même période, donc il y en a qui étaient plus ou moins proches de la fin, il y en a qui étaient plus ou moins proches du début, et on attend maintenant que ça reprenne, quoi. Donc il y a un peu comme ici, il y a certains pays qui ont réautorisé les entraînements. Il y a certains pays qui s'apprêtent à de nouveau autoriser à ce que les gens puissent s'entraîner. Il y a certains pays qui sont pas loin de recommencer à jouer. Donc voilà, à l'échelle du continent, on a un petit peu tous les scénarios qui sont en place et en fonction des pays, ça va reprendre ou pas. Certaines saisons vont être annulées, certaines saisons ont déjà officiellement été annulées. Et d'ailleurs, en parlant des pays qui reprennent, il y a la Tanzanie qui a recommencé à jouer quelques matchs amicaux. Et le championnat devrait reprendre très 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 vite. Si ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. D'accord. Et Farouk n'est pas là pour nous en parler. C'est plutôt sa zone de l'Afrique normalement. En Afrique du Nord, où on compte quand même parmi les avec tout le respect que j'ai pour l'Afrique subsaharienne, les gros championnats du Maghreb et égyptiens. Dans quelle manière ils ont été impactés ?
Eh ben, comme tout le monde, hein, ça s'est arrêté aussi. Même chose, c'est en train de reprendre. Alors, je sais qu'en Égypte, ils vont reprendre aussi. Voilà, les entraînements sont sur le point de reprendre s'ils n'ont pas repris déjà. Donc, là, c'est en bonne voie pour que le championnat puisse se terminer. Pour ce qui est de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, je t'avoue que j'ai pas suivi avec beaucoup de précision ces derniers temps, donc je sais pas à quel niveau ils en sont. Mais dans tous les cas, il y a des journées qui restent à jouer, et notamment au Maroc. Je sais qu'au Maroc, il y a des problèmes. Tous les clubs n'ont pas joué le même nombre de matchs, et il y a un écart énorme entre, par exemple, le Raja Casablanca. Je crois qu'il y a 5 ou 7 matchs de retard par rapport au leader du championnat. Donc, ils n'ont pas 20 points de retard. Donc, pour eux, voilà, il y aurait intérêt à ce que le championnat puisse reprendre pour pouvoir avoir un vrai champion, parce que sinon ça va être très compliqué s'ils doivent s'arrêter là et dire que le premier est champion. Voilà, avec un tel écart de match joué, ça risque de grincer pas mal. Donc je pense que ça risque de reprendre un peu partout. Ils sont plus dans le style Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre que France. Donc les championnats devraient se finir. Il faut rester un petit peu attentif à tout ça, mais voilà, il y a tout qui est un petit peu décalé, donc je pense qu'ils vont quand même essayer dans la majorité des cas de finir les saisons, surtout comme tu l'as dit dans les grands championnats où les rivalités sont très importantes et où voilà, le Zamalek sera pas content de laisser le titre au Al-Ahly sur tapis vert, non, sur arrêt administratif du championnat. Le Raja Casablanca sera pas très content de laisser le titre. Alors je sais pas qui est leader, mais au WAP ou à n'importe quelle autre grande équipe marocaine qui est forcément rival du Raja. En Tunisie c'est la même chose. Donc voilà, moi je pense que là-bas ça va reprendre aussi. Je pense que tous les championnats un petit peu médiatisés, tous les championnats avec des grosses institutions vont reprendre, comme c'est le cas en Tanzanie. Voilà, c'est des championnats où on ne peut pas ne pas y avoir de champion. Et puis pour les pays un petit peu plus petits, comme par exemple le Bénin, si le championnat du Bénin il va pas à son terme, ça fera pas grand bruit dans le petit monde du football africain. Donc voilà, il y a aussi c'est comme tu l'as très bien dit, des championnats qui n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs et certains seront obligés d'aller à leur terme et d'autres pourront s'arrêter en toute discrétion. D'accord, bah tiens, rapidement, tu as parlé du Bénin, du côté de l'Abisport, on a arrêté, on a pris soin des enfants, comment ça s'est passé? Ouais, ça a été, alors au Bénin, il n'y a pas eu de confinement. À proprement parler, il y a eu la fermeture des lieux de culte, la fermeture des restaurants, des bars et tout ça. Donc il y avait une demande d'effectuer les gestes barrières qui est très importante, tout ça. Donc forcément le football s'est arrêté. Et puis de toute façon, la FIFA et la CAF avaient quand même conseillé d'arrêter. Hein. Donc c'est pas non plus voilà, le Burundi, le Nicaragua, c'était vraiment des exceptions. C'est des pays qui ont pu se permettre de continuer parce que la situation le permettait ou pas, hein, d'ailleurs dans le cas du Burundi, hein, vous l'avez compris. Mais pour ce qui est du Bénin, donc on a arrêté les compétitions directement, plus d'entraînement. Pour nos petits jeunes d'Abisport qui sont en 3e division, ça a duré pratiquement un mois, un petit peu moins d'un mois parce que ça a commencé un peu plus tard que nous. Après ils ont commencé à reprendre petit à petit les entraînements, mais pas sur le terrain, c'est les entraînements qui faisaient plus ou moins leur préparation physique, qui font sur la plage. Donc sans ballon ou avec peu de ballon, c'est plus facile de respecter les distanciations sociales. Voilà, comme je l'ai dit, hein, il me semble que je l'ai déjà dit, ouais, le Bénin a statué hier pour savoir si on reprenait le championnat ou pas. Ils ont mis statu quo, on refera une réunion pour dire ce qu'on va faire. Donc voilà, pour l'instant c'est complètement à l'arrêt, il n'y a toujours pas d'entraînement officiellement, on peut toujours pas s'entraîner. Maintenant voilà, ça va être l'occasion de passer sur le sujet suivant, mais au Bénin, les salaires des joueurs souvent sont liés à des primes de match. Et si tu joues pas, tu gagnes pas d'argent. Et si tu gagnes pas d'argent, c'est difficile de vivre, d'autant plus si tu es dans une situation sanitaire un petit peu complexe où forcément il y a une petite inflation des prix sur les matières essentielles, etc. Donc voilà, ça crée une situation un peu compliquée. Je vois circuler des photos de mes petits joueurs d'Abisport qui donc ne s'entraînent pas avec Abisport, mais ils font quand même des matchs dans leur quartier, etc. Je vois des photos circuler, des vidéos circuler de matchs de joueurs de 1e et 2e division qui se réunissent pour faire des petits matchs amicaux entre eux, pour s'entretenir. Donc le football est en train de reprendre petit à petit, mais plutôt de manière officieuse qu'officielle. Et pour ce qui est de l'officiel, on attend toujours et on sait pas de ce
que l'avenir sera fait pour le championnat du Bénin. Et pour les petits jeunes d'Agrisport, est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre ou pas? S'ils reprennent pas, ils repartiront sur un nouveau championnat, j'imagine en septembre ou en octobre, quoi. D'accord. Justement, tu as parlé des joueurs, des contrats. On a parlé de cette différence entre les clubs les championnats qui sont dans une situation plutôt précaire, comme le Bénin, et les gros championnats avec des gros intérêts économiques derrière. Comment, justement, ces gros clubs, le Raja, le Al Ahly, le Zamalek, le TP Mazembe, etc., ont géré les contrats de leurs joueurs? Alors là, tu vois, c'est pas forcément lié au pays et au championnat, parce que j'ai vu passer là une information il y a quelques jours comme quoi en Égypte, il y a certains joueurs qui sont obligés de travailler, de faire un peu de travail, de travailler des petits boulots quotidiens, travailler dans la rue, vendre des trucs, préparer des petits street food ou peu importe, mais des petits boulots pour essayer de gagner un peu d'argent pour pouvoir juste survivre. Et ça, c'est en Égypte, hein, donc on parle d'un championnat puissant avec des droits TV, avec des clubs qui sont censés avoir de l'argent. Mais voilà, encore une fois, on se retrouve dans une situation où, sans jouer, on a la tendance plutôt sur le continent et de dire, les gars, en France, on s'entend en France ou dans le sport en général, on parlait de peut-être faire des efforts, des réductions de salaire, des choses comme ça. Là, dans la majorité des cas en Afrique, on en est à, les gars, vous jouez pas, vous avez pas de salaire, quoi. Le club ne gagne pas d'argent. Comment vous voulez que nous on vous aide? Alors tu me diras, oui, il y a la FIFA qui a débloqué de l'argent, qui a ouvert un fonds spécial qui a été alloué à chaque fédération. Donc chaque fédération africaine a reçu un bon pactole, parce que c'était pas une aide anodine de la part de la FIFA. Mais encore une fois, ça arrive à la fédération. Déjà la fédération, elle a des situations d'urgence à traiter. Une fois pour que les gouttes descendent petit à petit pour arriver pour que l'argent plutôt descende et arrive jusque dans les poches du joueur, il faut un laps de temps assez long. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Donc voilà, donc après par exemple le TP Mazembe, le Roya, eux, il n'y a pas de problème, les salaires ont été payés. Il y a peut-être eu des arrangements pour dire qu'on avait une petite diminution de ces salaires-là, mais dans tous les cas ils sont tombés. Donc c'est les clubs qui, à l'image des clubs européens, ont été les joueurs plutôt, ont été moins impactés par la crise que les cas que je viens de vous citer. Mais on est quand même dans une situation où sans droit TV, sans sponsor, sans argent, même les grands clubs vont avoir du mal à tenir sur la durée. C'est pour ça qu'il y a tout intérêt à ce que les championnats puissent reprendre vite, notamment au Maghreb, tout simplement pour que le football ne tombe pas dans une crise un peu insurmontable. Après, pour ce qui est du Oroya, dont vous aurez l'occasion d'entendre parler dans un prochain podcast, ou du Puissant Mazembe, on a affaire à des présidents qui ont de l'argent, donc qui peuvent, de manière personnelle, surmonter cette crise-là financièrement. Mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas le cas de tous les clubs, et même les grands clubs ont des problèmes et auraient intérêt à ce que la situation ne s'éternise pas trop et à ce qu'on puisse vite repartir à du jeu. Et notamment en France on a ce problème du huis clos ou dans d'autres sports on a le problème de devoir jouer à huis clos et de pas avoir les revenus de la billetterie, etc., qui sont une part importante du financement des clubs. En Afrique c'est un petit peu moins le cas. Alors en Égypte on jouait à huis clos, ou si c'est pas huis clos c'est avec des comités très restreints, donc la billetterie, le fait de pas avoir de billetterie n'est pas vraiment une impact forte. Ça pourrait être le cas un petit peu plus au Raja Casablanca parce qu'ils jouent devant un stade plein pratiquement à chaque fois ou très souvent. Donc là, l'absence de billetterie peut avoir un impact, mais de manière générale, c'est pas tellement le cas. Donc c'est plus tout ce qui est droit TV, etc., qui aurait intérêt à vite repartir pour permettre au club au club de rebondir, aux joueurs de ne pas se retrouver dans une situation de précarité extrême qui peut nuire à leur carrière carrément, quoi. À leur carrière et à leur vie, tout simplement. Allez, pour terminer, en ce qui concerne la CAF, du coup, la Confédération africaine, et ses compétitions de clubs ou de sélections, quelles décisions ont été prises, s'il y en a eu? Alors, il n'y a pas encore eu de décisions officielles qui ont été prises. Il y a eu donc le comité de la un comité, puisque je crois que la CAF a mis en place un comité d'urgence par rapport à la crise, et donc qui a fait des préconisations. Il faut savoir que ce soit pour la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération, on avait terminé la phase de poule qui équivaut plus ou moins aux quarts de finale. On en était au quart de finale.
que je dise pas de bêtises. On a changé le format. Avant, on sortait de poule en demi-finale. Maintenant, on sort de poule en quart de finale. Et donc, il restait la phase finale à jouer. Et donc, on partirait sur les préconisations seraient de repartir en septembre et de jouer les matchs en septembre. Alors, quel serait le format? Est-ce que les matchs seraient joués dans un même endroit, un petit peu comme est en train de mettre en place l'NBA, cette bulle à Disney World où toutes les équipes vont être au même endroit et vont jouer la fin de la saison de NBA. La Confédération africaine n'a pas encore statué sur ça. Est-ce que on va avoir des matchs aller-retour? On ne sait pas encore tout ça, mais dans tous les cas, la compétition va, je pense, aller à son terme, va reprendre. Il va y avoir un champion d'Afrique cette année. Pour ce qui est de la CAN, doit se jouer normalement en janvier au Cameroun, parce que souvenez-vous, la CAN avait été déplacée au mois de juin, mais finalement au Cameroun ça allait pas trop en juin, donc on repartirait sur le format traditionnel avec la CAN janvier-février. Donc c'est ce qui était prévu pour le Cameroun. Et pour l'instant, difficile de savoir ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Cameroun, lui, est en train de terminer ses stades. Donc les infrastructures seront prêtes pour pouvoir l'accueillir. Est-ce que les conditions sanitaires seront réunies pour pouvoir l'accueillir avec du public? Parce que je pense que la CAN ne se jouera qu'avec du public. Je pense pas qu'on puisse partir sur une CAN à huis clos. On a encore un petit peu de temps. Donc je pense que je sais qu'il y a par exemple Bassogob, le joueur camerounais, qui a fait passer le message, qui a témoigné pour dire que ce serait bien de la repousser. Alors on parle de nouveau de la mettre en juin. Donc qu'est-ce qui va arriver, on sait pas trop. Sincèrement, en janvier, c'est un petit peu loin. Là, je pense pas que la CAN sera annulée, comme ça a pu être le cas ou reportée, comme ça a pu être le cas de l'Euro ici et des Jeux Olympiques. Mais le fait que ce soit quand même dans quelques mois devrait donner le temps à la CAF de pouvoir préparer quelque chose. Et sinon, comme j'ai dit, pour les compétitions continentales, elles devraient se terminer. Il faudra probablement attendre le mois de septembre, mais elles vont se terminer. Très bien, écoute, on a hâte de voir tous ces footballs-là reprendre et de voir la balle rouler vraiment normalement sur le continent africain. Merci beaucoup Pierre-Marie. Écoute, c'est moi qui te remercie et puis un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Eh oui, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrika. Salut les amis!